Les relations au travail connaissent aujourd'hui une évolution profonde. De nouveaux défis se présentent aux employés, mais également à leurs responsables qui doivent repenser leur façon d'interagir et de gérer leurs équipes. Avec Hans Sosten-Assouba, nous allons prendre conseil pour des managers. Comment prévenir pour préserver, un environnement sain en milieu professionnel. Sosten, bonjour. Bonjour, Emma. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Vous êtes spécialiste RH, vous êtes recruteur, vous êtes appelé donc au quotidien et en permanence à interagir avec des humains. Comment gérer les humains, mais aussi les humeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'il faut maintenir un environnement de travail sain, un environnement professionnel sain? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et pour vous, qui êtes au contact en permanence avec, on va dire, vos collaborateurs et aussi d'autres structures, puisque vous êtes consultant indépendant. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui d'être dans un environnement de travail pas très adapté, pas très aseptisé, un peu toxique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Merci, monsieur le journaliste. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un constat général qui existe. Beaucoup de plaintes de la part des travailleurs qui estiment vivent un mal-être en milieu professionnel. Alors, quand nous regardons un peu plus loin les causes profondes de ce sentiment-là, qu'il s'agisse donc des conditions salariales, qu'il s'agisse d'un environnement ou du climat toxique qui pourrait exister, ou encore d'un certain type de manager qui s'impose en bon chef, ok? Nous nous rendons compte que oui, effectivement, aujourd'hui, cela va dans le sens où plein de travailleurs vivent le burn-out, un épuisement physique et psychologique qui les amène à ne plus être productifs en milieu de travail. Et toutes ces questions-là nous amènent à nous demander quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place dans une entreprise pour que les conditions de travail puissent être les plus reluisantes et permettre aux travailleurs d'être motivés dans un premier temps. Absolument. Parce que la motivation derrière, ça permet de donner son plein potentiel. Et quand il y a le plein potentiel, c'est l'entreprise qui s'en sort gagnant. On passe le clair de notre temps dans notre lit et dans notre milieu de travail, entre ces deux espaces. Forcément, donc, quand on est au boulot, quand on est au travail, on doit pouvoir être épanoui. Comment est-ce qu'on fait pour créer justement cette ambiance de travail amical, fraternel, convivial au sein d'une entreprise? C'est vrai, on n'est pas obligé d'être potes, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé d'aller déjeuner ou dîner tout le temps ensemble, mais comment est-ce qu'on fait quand même pour être dans un milieu aseptisé? Alors, la création d'un... Le rôle revient à qui, justement? La création d'un environnement de travail paisible et respectueux des uns et des autres est un rôle dévolu en première position à l'employeur. Dans le sens où, quand vous observez aujourd'hui les entreprises dans lesquelles les travailleurs se plaignent le moins, l'employeur a en amont mis en place un certain nombre de garde-fous et de canevas qui conditionnent les managers à fonctionner suivant une code de conduite. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Des entreprises aujourd'hui ont mis en place des systèmes où il y a une culture d'entreprise assez forte qui s'impose au manager. Le manager est en mission, une mission qui est d'accompagner son équipe à atteindre ses objectifs. Donc, il est employé au même titre que ses collaborateurs. Dans cette veine-là, son rôle n'est pas de venir terroriser ses équipes, mais les conduit dans une cohésion pour que les résultats puissent être atteints. Donc, en dehors de la culture d'entreprise forte que l'entreprise doit elle-même en amont insuffler, il y a les codes de conduite que nous mettons en place qui définit comment est-ce que, à chaque type de situation, la solution qu'il faut et les sanctions qu'il faut. Donc, une fois que l'entreprise a défini sa culture, a communiqué sa culture et que cette culture est véhiculée à tout collaborateur de l'entreprise, cela met dans un premier temps un garde-fou pour que et le manager et les collaborateurs sachent clairement comment est-ce qu'on fonctionne dans une entreprise. Je prends un exemple tout simple. Oui. Vous arrivez dans une entreprise où on vous dit, chez nous, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont prohibés. En amont, ça conditionne le manager à se rendre compte que dans son mode de fonctionnement de tous les jours, il doit éviter d'aller à ce type de situation. Une autre entreprise lambda qui n'a pas de culture d'entreprise et qui n'a pas de code de conduite
n'aurait pas mis en amont ces éléments-là pour que le manager puisse se situer dans un canevas. À ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les délires. Donc le manager s'improvise en bon chef et donc terrorise ses collaborateurs. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait sa loi. Et étant donné que dans notre contexte, le fait d'offrir un contrat de travail à un collaborateur est vu comme une faveur qu'on lui fait, il s'érige en bon maître. Si tu ne respectes pas les prérogatives et les ordres que je te donne, ok, à la fin de ton contrat, je ne veux pas le renouveler. Dès lors, le travailleur se sent dans un environnement toxique, il n'est plus motivé, et il vit dans une précarité de l'emploi parce qu'à tout moment, il peut perdre son job. Donc le premier rôle revient donc à l'employeur de créer ce canevas-là pour que les managers puissent se frayer un chemin de très bonne conduite. Ensuite, il revient au manager à un niveau micro d'implémenter et de faire vivre cette culture d'entreprise-là au sein des équipes. Ça passe par diverses pratiques et divers rites et rituels que le manager doit mettre en place pour pouvoir créer la cohésion. D'accord. Et entre autres, on peut avoir des after-parties, des after-work, pardon. Et évidemment, au nombre de pratiques que le manager met en place au sein de son équipe, c'est déjà dans un premier temps de créer une culture qui favorise la communication, l'écoute attentive et le respect des uns et des autres. Après cette pratique-là, c'est de pouvoir créer le cadre de travail qui permet à chacun de s'épanouir. Le cadre de travail qui permet à chacun de s'épanouir, c'est d'être attentif aux humeurs des uns et des autres. J'ai un collaborateur qui est au bureau tous les jours à 7 heures. Le jour où il vient à 8 heures, je dois pouvoir me demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il revient au manager dans ce temps-là de se rapprocher de son collaborateur ou de l'appeler. Est-ce que tu as un souci à la maison? Est-ce que quelque chose ne va pas? Depuis quelques jours, j'ai remarqué que tu es de plus en plus en retard. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça crée la communication et ça permet au collaborateur de s'ouvrir et de lui dire quels sont ses problèmes réels. Quitte au manager de l'aider dans la mesure du possible à trouver une solution. En dehors de cela, la mise en place d'activités ludiques ou d'activités qui favorisent la cohésion, comme les team building, les after-work, qui sont perçus par beaucoup d'entreprises comme des gouffres en termes de finances, alors que, au contraire, ça permet aux équipes de se connaître mieux, de pouvoir régler un certain nombre de différends qui existent entre eux, parce que là où plusieurs personnes sont réunies, forcément, il y aura des prises de bec, il y aura des moments où nous aurons des malcompréhensions. Donc, ces activités-là nous permettent de pouvoir désamorcer les bombes et d'avoir une cohésion d'équipe. En clair, si on doit résumer, Sostène, on va parler d'écoute, on va pas dire de rigueur, d'écoute, d'équité, de la communication. De communication aussi, et quel autre... L'autre aspect, c'est de pouvoir créer le cadre de travail qui permette aux gens d'avoir une cohésion d'équipe. Donc, que ce soit sur l'aspect mental et physique. Sur l'aspect mental, c'est de pouvoir avoir des horaires de travail flexibles. Par exemple, aujourd'hui, où on a la possibilité de faire du télétravail. Il y a des corps de métier. Vous pensez qu'au Bénin, le télétravail est développé? Est-ce qu'on en parle même au Bénin, le télétravail? Est-ce que ce n'est pas perçu comme caprice d'occidentaux? Alors, de façon réglementaire, le télétravail n'existe pas au Bénin. Maintenant, dans les faits, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont remarqué qu'il y a des postes sur lesquels le travailleur n'est pas obligé d'être présent dans les 4 murs des locaux pour pouvoir faire son travail. Le gain derrière, c'est que la climatisation n'est pas allumée, la consommation SBE donc, et la SONEB peuvent être réduites. Et à ce moment-là, le travailleur il fait son job de chez lui. Après, ça favorise au sein du collaborateur lui-même un sentiment de bien-être dans le sens où il peut faire le travail d'où il veut. La seule chose qu'on lui demande, c'est une obligation de résultat. Donc, il est responsabilisé. C'est vrai, c'est une pratique qui va prendre du temps à être développée au Bénin parce que beaucoup d'employeurs estiment que quand vous n'êtes pas dans les 4 murs, c'est que vous êtes en train de vous amuser. Alors que l'expérience a prouvé qu'en télétravail, on bosse plus que quand on vient au bureau. Parce Alors qu'un nouveau mot est créé aujourd'hui, Sostène, on parle aujourd'hui de traquance. Oui. C'est-à-dire vous êtes en vacances, mais vous travaillez. On a le haut qui est en chemise et on a le bas qui est en culotte tranquille. On a les pieds dans le sable et puis on est en train de bosser. Les managers estiment que dans ce cas, vous n'êtes pas très efficace.
Alors, dans le sens de la responsabilisation, on laisse les travailleurs s'organiser. D'accord. Que j'ai une réunion à faire à 8 heures, que je sois avec ma veste et peut-être une culotte en bas. Le plus important, c'est qu'à 8 heures, je sois connecté pour faire la réunion et que j'atteigne les objectifs. Après, ça déséquilibre parfois l'équilibre vie privée, vie professionnelle que nous prônons, dans le sens où, au-delà des flexibilités, on doit même respecter les horaires de travail. Le travail commence à 8 heures et finit à 18 heures. Nous finissons à 18 heures pour que le travailleur puisse consacrer du temps à sa famille et à ses activités personnelles. Absolument. Donc, de façon exceptionnelle, il peut arriver qu'on demande aux travailleurs d'aller au-delà des heures de travail parce que oui, il y a une urgence à satisfaire. D'accord, très bien. Allez, Sostène, merci beaucoup. Merci d'être passé chez 5 sur 7 matin nous entretenir sur cette thématique ô combien importante, on le sait, en milieu de travail. On sait que ce n'est pas forcément facile de gérer les hommes parce qu'on est issu de milieux différents, d'éducations différentes. On a des parcours différents, des vécus différents aussi. Et quand on additionne tout ceci, ce n'est pas toujours évident d'avoir l'équilibre tant souhaité. Mais de plus en plus, les gens comprennent et on se rend compte que sur les réseaux sociaux, on développe cette culture d'entreprise-là qui permet la flexibilité et qui permet l'entraide, l'écoute et le partage. Alors avant de vous laisser filer, en entreprise, vous préférez le vous hautement professionnel ou le tu éminemment fraternel et amical? Alors, merci pour la question. Déjà, il faut dire que moi, j'ai eu la chance de faire des entreprises où j'ai été habitué au tu. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec le tu parce que ça favorise une certaine proximité avec les équipes. Donc, que vous soyez manager ou collaborateur, il y a une proximité qui est développée. Ça limite les barrières. De telle sorte que votre collaborateur n'a pas de gêne à venir vers vous pour vous poser une question quand il a des problèmes. Alors, le revers, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui, quand il est mis en place dans une entreprise où la population est très jeune et n'a pas l'expérience qu'il faut pour faire la différence entre mon manager avec qui je suis attiré à toi et le manager qui doit me donner des injonctions. Le biais, c'est que nous faisons face à une type de génération qui n'arrive pas à faire la différence. La génération Z en l'occurrence. En l'occurrence. Donc, ça crée un amalgame où, à un moment donné, le manager se demande est-ce que c'est un manque de respect ou qu'en est-il? Donc, il faut déjà voir le type de population. Il faut faire des sensibilisations dans ce sens-là pour que dans le code de conduite, on puisse mettre également c'est quoi les règles, c'est quoi les barrières à ne pas franchir pour que le tu puisse être vraiment l'acteur qui permette la cohésion et la proximité dans les équipes. Très bien. Allez, merci Sostène. Vous passez une excellente journée du mercredi et on se retrouve dans quelques jours ici sur 5 sur 7 matin pour continuer par évoquer la vie en entreprise. On sait que quand vous êtes là, c'est pour nous donner des conseils, c'est pour partager avec nous des astuces qui nous sont utiles dans la vie en communauté, surtout la vie en entreprise. 5 sur 7 matin, comme je vous l'annonçais, nous allons recevoir sur ce plateau Nadia Adanlé avec elle. On parle de l'indigo. L'indigo, bien plus qu'une couleur aujourd'hui, elle est devenue presque, on va dire, une matière première sur laquelle on mène des réflexions, d'où la naissance de ce symposium depuis 3 années déjà, conduit par Nadia Adanlé elle-même avec ses équipes. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. On la retrouve dans quelques petites minutes. Le temps pour nous de remercier Sostène Assowa et de changer de configuration de plateau. À tout de suite.